Oui, donc bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour l'épisode 2 parce que je vais les numéroter, il y en aura 3, 4, 5, plusieurs. Épisode 2, les raisons de la guerre. Donc on continue notre travail avec Michel, qui bosse beaucoup en lecture. Et épisode 2, bah Michel, la dernière fois, tu n'as pas eu le temps de tout dire, il y a beaucoup de choses à dire. Je te donne la main, épisode 2. Salut Philippe, et puis bonsoir à tous. Alors là, j'ai pas eu le tout dire, j'ai eu juste le temps de tout dire la première émission, mais là, il va falloir que je cartonne parce que il y a matière, hein. Je vais chercher à garder une diction pour que ça soit pas trop rapide, que vous ayez le temps de prendre les noms quand même, de mémoriser. Mais vous allez voir, ça va être intense et ça va être intéressant. Je pense pour que vous ayez la compréhension. Voilà. Alors, dans le premier volet de notre série d'émissions, je vous avais brossé succinctement le portrait de l'agriculture à travers les âges. Hein, je vous avais dit qu'il y avait en clair trois époques charnières, celle qui s'étendait du Xe au XIIIe siècle avec l'époque des croisades, hein, ça c'était très important, l'époque des croisades où on a eu un développement démographique monstre. En 3 siècles, en Europe, la population a été multipliée par 3. Donc ça veut dire que pour l'alimentation, sans moyens modernes, il fallait assurer derrière, hein. Alors, donc la démographie galopante multipliée par 3. Et on a assisté aussi au développement du secteur marchand. Donc, l'arrivée de la classe bourgeoise, le régime en fait féodal qui a versé dans le système monarchique, le système seigneurial, c'est-à-dire que là, on a commencé avec l'émergence de l'embryon d'État, en fait, où la classe bourgeoise a commencé à exercer des fonctions régaliennes. C'est là où on commence à avoir le rôle de la bourgeoisie dans le fonctionnement d'un pseudo-État. Donc ça, c'est la première époque. La deuxième époque, ça a été l'époque pré-révolutionnaire, ce que je vous avais expliqué, où là, on a eu l'agronomie. C'est-à-dire qu'on nous a imposé des pratiques qui venaient d'Angleterre, la sélection végétale et animale, les pratiques culturales, donc le début de l'agriculture année mi-intensive. Et ça, c'était pour que les bourgeois puissent faire de la monnaie pour pouvoir ensuite acheter des terres au moment de la Révolution. Et puis surtout, la troisième époque qui a été importante, c'est celle dont on va parler ce soir, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, elle est capitale parce qu'en fait, c'est la finance qui entend renforcer son influence sur le monde politique en exerçant une corruption sur les grands corps d'État français, l'inspection des finances et aussi Polytechnique. On va gangréner tous ces réseaux-là. Et naturellement, pour mieux assouvir ses intérêts. Hein, c'est pas pour assouvir les nôtres. Donc derrière tout ça, on va donc avoir la banque Worms qui va s'y coller, qui est la banque mécène non seulement du parti PPF de Jacques Doriot, mais qui est aussi la banque mécène de l'Action française. C'est les financiers du fascisme français en fait. Donc là, on va avoir un acteur très important qui va être donc Gabriel Leroy-Ladurie. Il n'est pas le seul, hein, mais Gabriel Leroy-Ladurie, il a une importance capitale parce que son frère Jacques et le président du syndicalisme agricole, UNSA, l'Union nationale des syndicats agricoles. Et donc, là, au moment où la synarchie commence à vouloir soudoyer la Polytechnique et l'inspection du corps des finances, en fait, il va y avoir un député français, Jean Coutreau, qui va alerter Pétain. Et cet homme a trop parlé, on va le retrouver dans une mare de sang au bas de son immeuble. Il va être purement et simplement liquidé. Alors je suis content parce que franchement les commentaires, bravo, merci. Vous avez tous été géniaux, hein, sur vos Oui, commentaires. merci à tous ceux qui ont fait des commentaires. Une petite parenthèse, je te redonne la main, Michel. La banque Words, elle a été reprise après la guerre par l'UAP, l'Union des assurances de Paris. Ensuite, le groupe AXA, et elle a fini à la Deutsche Bank. Deutsche Bank. C'est dire si Madame Merkel, si le groupe AXA, si nos dirigeants politiques, ça les dérange pas
de travailler avec des gens qui ont eu des passés plutôt, on va dire, douteux. Alors, là, il y a un de nos commentateurs là, qui a été super sympa en évoquant Emmanuel Leroy-Ladurie. Oui, Alors moi, j'ai une petite boutade, j'ai une petite blague. Hein. J'ai dit, tant que les lapins, les sangliers, les cerfs ne maîtriseront ni le langage verbal, ni l'écriture, l'histoire de la chasse, bah, elle sera toujours écrite par les chasseurs. Perdez jamais ça de vue. Perdez jamais ça de vue. Alors, on va parler aujourd'hui de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour aborder cette période, il faut déjà avoir connaissance de toute l'influence des sociétés secrètes. Et ça, les sociétés secrètes, c'est pas comme les gens le pensent, uniquement la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, pour moi, ça veut rien dire. Il y a des francs-maçonneries. Alors, c'est quoi ces sociétés secrètes? Ça a commencé au IIe siècle. On a eu une première société secrète qui a été une société, ce qu'on a appelé gnostique. Hein, c'est la secte des Pérates. C'est des gens qui ont amené la corruption de la religion catholique. C'est-à-dire qu'ils ont amené la philosophie dans la religion, ils ont amené les mathématiques et même la magie. Hein, ils étaient opposés au Christ, ces gens-là. Deuxième siècle après Jésus-Christ. Hein. On a eu tous les mouvements des Rosicruciens, les fameuses Rose-Croix. Donc les Rose-Croix, c'était le XVIIe siècle en Allemagne, ça a amené l'alchimie. On a eu les mouvements martinistes, XVIIIe siècle, avec la théosophie. On a eu tous les mouvements des différentes francs-maçonneries, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, c'est pas qu'une. Hein. Et souvent, d'ailleurs, c'est ignoré des simples francs-maçons de base. Hein. Souvent, les gens, ils savent même pas à quoi ils participent, en fait. Et on a eu notamment un mouvement maçonnique qui s'est implanté aux États-Unis, à New York, en 1843, le B'nai B'rith, qui a été importé par des juifs francs-maçons qui étaient émigrés d'Allemagne. Alors tout ça a son importance. oui. Alors je suis sûr qu'il y a des catholiques parmi nous, il y en a certainement pas mal, peut-être plus pratiquants, hein, mais bon, et voilà. Et je suis sûr et certain que peu d'entre nous ont entendu parler des apparitions mariales à Quito. Quito, ça a été très très intéressant puisque la Vierge est apparue à une moniale. Ça a été connu sous le vocable de Notre-Dame du Bon Succès. Je vous invite tous à aller voir ce que disait la Vierge sous le vocable de Notre-Dame du Bon Succès. On était, la première apparition, elle date de 1594. La Vierge nous parlait déjà de secte maçonnique qui allait tenter d'anéantir le monde. Mais elle allait beaucoup plus loin dans les détails. Vous irez prendre connaissance de ça, je vous y invite. Donc, toutes ces sectes-là nous ont amené en 1517 le protestantisme. Le protestantisme, il est arrivé par un assassin qui avait tué un de ses copains d'université, qui s'était réfugié dans les ordres, qui était devenu moine pour échapper aux poursuites judiciaires. Et cet homme, il est devenu fou à la fin de sa vie d'ailleurs, il était vraiment dérangé, c'était Martin Luther. C'est lui qui avait propagé les 95 thèses où il critiquait la religion catholique. Alors, à bonne et à mauvaise escient, parce qu'effectivement, la religion catholique, après le concile de Nicée, au contact des Romains, était devenue un peu comme l'islam, une religion politique. Bien On sûr. voulait faire de l'unité, pour l'unité des peuples, fallait que tout le monde. Non, il y avait différents courants dans le catholicisme. Et là, on a essayé de faire, comme l'avait fait les SEA, un courant unitaire. Et bon, ça s'est mal terminé, hein, puisque après, il y a eu la séparation des orthodoxes. Hein, il y a eu beaucoup de déboires. Alors, tout ça, quand même, nous a propulsés dans les guerres de religion, puisque, alors, toutes ces thèses-là ont été propagées par, en fait, l'imprimerie de Gutenberg, puisque Gutenberg, c'est lui qui a édité le premier les Bibles trafiquées, hein, les Bibles frelatées, et c'est lui qui a propagé, en fait, les thèses de Luther. Tout ça nous a amené les guerres de religion entre 1562 et 1598. Là, on a 8 guerres de religion successives. Et ça, c'est vachement important parce que tous les Huguenots anglais principalement, mais aussi allemands ou français, sont partis émigrer
vers les nouvelles terres des États-Unis. les Tout États-Unis. ça a pris la fuite en 1620. Hein, tous ceux qui connaissent l'épisode des, bon, c'est un petit peu mythique, mais des Pilgrim Fathers, des pères fondateurs de l'Amérique, des pères pèlerins, en fait, c'est tous les Huguenots. C'est ceux qui avaient une Bible frelatée dans la main gauche, qui avaient le fusil dans la main droite, qui avaient la besace à la ceinture pour piller tout ce qu'ils pouvaient trouver sur leur passage quand c'était pas le coffre-fort dans la charrette. C'est ça. Et ces gens-là ont été les plus grands génocidaires du monde Ah oui, oui. jusqu'à aujourd'hui. Les plus grands génocidaires. Puisque l'Amérique du Nord, le massacre des Indiens, c'est 70 millions de morts. Oui, je crois même que c'est plus que Daesh, ça. Daesh à côté, que l'Amérique du Nord, hein, que Ah oui, l'Amérique du Nord. oui, parce qu'en tout, c'est 150 millions, je crois. Voilà, c'est 70 millions rien que pour l'Amérique du Nord. Exact. Daesh à côté, pipeau, hein. Ah bah oui, Peanut, peanut Daesh. même si c'est dramatique. Et je peux dire que parce qu'on a eu les mêmes en France, hein, quand on a eu le comité de salut public, hein, la convention, quand il y a eu les 200, plus de 200 000 massacrés avec les guerres de Vendée, c'était les mêmes. Hein. Mais c'est un détail de l'histoire, ça. Je vais faire mon Jean-Marie Le Pen, mais quand on Oui, voit, si on ramène ça, c'est malheureusement pour les disparus. Hein, j'ai des gens de ma famille qui ont été décimés là-dedans. Hein. bien Le sûr. diacre Jean Chanu à l'abbaye de Tingebray, c'était de ma famille à l'époque. Hein, il a été zigouillé, hein, par ces gens-là. Donc, voilà, mais c'est un détail vis-à-vis du reste. Donc, voilà dans quoi on est. Donc, ces gens-là, le 4 juillet 1776, vont créer les États-Unis. Et ils vont bénéficier de nombreuses ressources, puisqu'il y a de nombreuses terres vierges. Alors, il y a les rocheuses, hein, il y a énormément de bois. Il y a des terres, des plaines centrales aux États-Unis qui sont complètement vierges. C'est des terres de pâture des bisons, hein. Mais c'est pas des terres arables, c'est des terres de pâture. Il y a très peu de couches arables sur ces sols-là. Il y a beaucoup de minerais, il y a des métaux précieux, et il y a même du pétrole. Les Indiens Sénéca, ils exploitent déjà le pétrole. Hein. Quand il y a des mares de flotte où il y a du pétrole dedans, ils mettent des tissus, ils imprègnent, et comme la serpillière, ils épongent pour pouvoir récupérer le pétrole. Et là, en fait, ces lascars-là vont bénéficier, en fait, du commerce triangulaire. Dès 1620, c'est le commerce des esclaves. C'est tout le trafic des esclaves avec l'Afrique. Donc, je vous renvoie à toutes les familles négrières françaises, que ce soit celles qui étaient sur Nantes, La Rochelle, Le Havre, Bordeaux, hein, les familles Mendes France, c'est les familles Monsanto. Hein, Monsanto, vous connaissez tous, Jacob Monsanto, bon, il avait violé son esclave noir, il avait eu un gosse avec une esclave. Hein. Donc, tous ces gens-là, en fait, vont être les artisans d'esclavage et ils vont faire des fortunes énormes. Et il va y avoir une invention technique, une innovation technique le 28 août 1859. Et cette innovation technique, c'est un conducteur de train, Edwin Laurentine Drake, qui va s'associer avec un forgeron et qui va réussir la première technique de forage pétrolière. Ils vont obtenir l'extraction du pétrole par forage. Ils y croyaient plus, ils étaient prêts à abandonner, et puis ils arrivent le matin, toute la zone inondée de pétrole, ça y est, ils avaient réussi à forer le premier puits pétrolier. Donc ça va attirer, il finira quasiment ruiné, Drake, parce qu'il n'aura même pas le temps de faire breveter son invention. En fait, ça va être comme la ruée vers l'or, la ruée vers le pétrole, tout le monde va se mettre sur le pétrole, parce que le pétrole, à l'époque, il est utilisé pour l'éclairage des villes. Hein. C'est ça l'utilisation pétrolière. Hein. Il n'y a pas encore le moteur à explosion, il n'y a rien. C'est uniquement l'éclairage citadin. Et là va arriver une célèbre famille, va arriver un homme, John Davison Rockefeller. Donc Rockefeller, très important ce type. Son père est d'origine protestante. Hein. Il est d'origine anglaise, mais aussi franco-allemande. C'est la famille Roquefeuille sur Nantes. C'est des Huguenots français. Il y a une branche française hein, des Rockefeller. Ça, faut... Et n'oubliez jamais ça. Je vous en supplie, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. C'est que John Davison Rockefeller, c'est un camelot, c'est un escroc,
et c'est un marchand de médicaments. Médicament. N'oubliez jamais ça. Ah, Il fait pas partie du club de Rome? attends, on va en reparler après. On Ah va en oui, reparler après. Hein, excuse-moi. donc, c'est un trafiquant de médicaments. Donc, quand on sème la mort ou la maladie, c'est très juteux pour le business. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que j'insiste. Il est le frère d'un financier qui s'appelle William Rockefeller et il va s'associer avec un type qui s'appelle Samuel Andrews. Et en 1870, ils vont fonder un trust qui s'appelle la Standard Oil. Alors ça, c'est très courant chez les protestants et chez les juifs. Ça, c'est ce que Bolloré, le système Bernheim, hein, ce que Bolloré appelait poulie bretonne. En fait, vous rachetez tout un tas de sociétés et vous dites aux gars, non, non, mais garde le nom de ta société, garde le nom et tout. Mais sauf que bah, vous montez en fait une entité qui chapote et puis en fait c'est vous qui pilotez tout le trust, mais on vous voit pas. Donc on a l'impression qu'il y a une concurrence, mais en fait il n'y a pas de concurrence puisque tout vous appartient. C'est ça le système, c'est ça le système Rockefeller. Et après, il va s'entendre avec un type qui est le magnat de l'acier, qui est, lui fabrique les locomotives et derrière tout ce qui est acier aux États-Unis, qui fabrique les voies de chemin de fer. Et ce type, c'est l'Écossais Andrew Carnegie. Carnegie. Carnegie, rappelez-vous de ce. Alors là, vous allez voir, parce que la baise qu'on vous a vendue après-guerre, vous n'êtes pas les premiers à vous faire baiser les paysans européens par cette bande-là. Ça a commencé par les pauvres mecs américains, puisqu'ils avaient tellement spéculé, il y avait tellement de spéculations financières et autres qu'ils avaient ruiné les États-Unis. Hein, vous vous rappelez sans doute de la crise de 29, mais dès 1900, il y avait des gens qui avaient plus de boulot, et Carnegie et Rockefeller disaient aux gens qui étaient dans les citadins, mais écoutez, mais non, allez exploiter les campagnes. Le terrain dans les plaines centrales, il vaut rien du tout. Rachetez des terres. Nous, on va vous équiper en matériel. On va vous vendre du matériel. Vous allez pouvoir faire de la culture intensive. Vous allez devenir riche et célèbre. Et là, les citadins vont commencer à acheter des lopins de terre, vont commencer à acheter du matériel. Rockefeller, lui, va en profiter pour écouler son pétrole. Et là, on va pratiquer le labour. Ça va commencer les premières années. Hein, une couche qui a été en herbe, qu'on recasse, tout va bien. Record dans les années 30 de production, 31, très bonne année. Sauf qu'en pratiquant le surlabour, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là avaient vendu donc aux paysans, plus vous allez labourer, plus il va pleuvoir. Ben non, c'est le contraire qui s'est passé. C'est que plus vous labourez, ben moins vous avez la flotte. Hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Brésil avec la déforestation. C'est le même problème. Et là, ce qui va se passer, c'est période de sécheresse en 34. Et là, toute la couche de terre arabe va s'envoler. C'est-à-dire, vous allez avoir des vents violents et vous allez avoir des murs de poussière qui vont s'élever jusqu'à 2 kilomètres. Il n'est pas rare que le mur de poussière s'élève jusqu'à 1700, 1800 mètres, presque, voire 2 kilomètres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Dust Bowl. Le Dust Bowl, le bol de poussière. Et c'est ce qui va donner naissance à la mythique National 7 américaine. Hein, la National 7, c'est la route 66, puisque là, les animaux vont crever. Mais il n'y avait pas que les animaux, la population avec, hein, parce que là, c'est, vous avez une voiture sur la route plein phare, vous voyez à peine les phares, tellement il y a de poussière. Les gens sont obligés de mouiller des linges, de se les mettre devant la figure et les yeux, hein, pour pas s'esquinter les yeux et de pouvoir respirer. Et on va promettre à tous ces gens-là, monts et merveilles, on va leur dire qu'en Californie, il y a du travail, c'est l'Eldorado. Et tous ces gens-là vont prendre leur bagnole, vont prendre la route pour aller s'expatrier et là, en Californie, où il y aura naturellement pas de travail pour eux. Donc ça a donné la naissance d'un livre hein, que tout le monde connaît, qui s'appelle Les raisins de la colère de John Steinbeck. C'est un livre qui est connu. Je vous invite à lire ce bouquin-là parce que il est très d'actualité, ce livre. Mais par contre, on explique tout ce qui s'est passé, mais on n'en donne pas les raisons. Les raisons, c'est les causes, c'est les deux salopards de Carnegie et de Rockefeller qui ont induit les gens en erreur. C'est ça. Mais ça, on n'en parle pas. Donc voilà pour vous expliquer ce que ces gens-là. Donc là, ça va être une famille. Ça va plonger l'école. Alors, c'est 1934. Hein.
on va donc plonger les États-Unis dans la misère. Le son a baissé un peu. Rapproche-toi pour voir. Ouais, je vais me rapprocher un petit peu, hein. Ouais, on l'entend Et moins bien. là, parallèlement, donc, en Angleterre, on est en pleine époque de l'industrialisation, puisque l'Angleterre, elle a le coq, elle a le charbon, donc elle, pour l'acier et tout, elle est en pleine expansion. Et là, on veut que l'homme soit à la hauteur de la machine. Les penseurs, les fameux philosophes là, des Lumières, c'est souvent d'origine maçonnique, disent que l'homme doit être à la hauteur de la machine, il doit devenir performant, et on doit même avoir recours à la sélection, donc à l'eugénisme, pour faire une nouvelle race d'hommes qui soit à la hauteur de la machine. Donc là, on va avoir un premier naturaliste, hein, une lumière naturellement, une véritable lumière, qui s'appelle Charles Darwin, qui va récupérer les travaux d'un naturaliste français et qui va faire la fameuse théorie de l'évolution. Ah oui? L'homme descend du singe. Ben, si Darwin a dit que l'homme descendait du singe, Michel Chanu, moi, il vous dit une chose, c'est que le singe descend de l'arbre. Parce que c'est complètement farfelu. Vous allez avoir un autre individu du même acabit qui va s'appeler Herbert Spencer, qui va lui être le penseur du darwinisme social. Et c'est lui qui va dire, seul le plus fort ou celui qui sait s'adapter, c'est le seul qui pourra survivre. Voilà. C'est pas complètement faux, mais bon, ça devrait nous inspirer beaucoup à l'époque où on est. Puis là, on va avoir un troisième larron, qui lui est vraiment une crevure, qui s'appelle Sir Francis Galton. Et dès 1883, c'est un eugéniste qui dit qu'on doit pratiquer la sélection artificielle et créer une race. On doit éliminer ceux qui sont faibles, tout ça, putain, j'ai mon chat, moi, qui est en train de me piquer, c'est les bases du nazisme, en fait. Oui. Et toutes ces théories fumeuses, elles vont traverser l'Atlantique pour être exploitées par un biologiste et eugéniste célèbre, un célèbre américain qui s'appelle Charles Davenport. À Charles Davenport. N'oubliez jamais ce nom, Charles Davenport, qui est soutenu financièrement par Andrews Carnegie. Voilà. Et qui va créer un organisme, une station de recherche en 1904 à Cold Spring Harbor, pour travailler sur l'eugénisme, la sélection. Là, on va commencer même à stériliser des gens faibles. Hein, on est arrivé là au summum de l'immondice. Et toute cette belle prose doit être accessible à toute la population. C'est là où on va avoir recours à un homme qui est tout simplement le neveu de Sigmund Freud, qui s'appelle Édouard Bernays, et qui va être le père de la propagande. Ouais, Donc, le film Propaganda pendant les nazis. c'est ça. Donc là, c'est Propaganda, le livre de Bernays, c'est de ça dont va s'inspirer Adolf Hitler pour écrire Mein Kampf. Ouais. Et donc, on va retrouver dans la branche anglaise les fascistes anglais, avec un organisme scientifique de recherche sur l'eugénisme qui s'appelle le Tavistock Clinic. On va se retrouver avec les fascistes américains et avec l'école de la New School, qui est l'équivalent du Tavistock Clinic anglais. Donc ça, c'est les dignes héritiers des esclavagistes, du Ku Klux Klan, mais aussi du parti nazi américain, le Bund. Le Bund. Le Bund, B-U-N-D, hein, qui est très peu connu. Dans les années 30. C'est les années 30, oui. C'est les émigrés allemands, hein, protestants allemands, oui. Et c'est ceux-là qui sont les propagateurs, avec les gens du Ku Klux Klan, des thèses nazies. C'est eux qui sont les penseurs du nazisme. Ah oui. Et là, vous allez avoir les fascistes des nationaux socialistes allemands, hein, de l'école de Francfort, qui seront naturellement tous les manipulateurs du pantin Adolf Hitler. Bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, si les Allemands ont été les exécutants, les penseurs ont été les Anglais, les fascistes anglais et les Américains. Rappelez-vous la famille de la reine d'Angleterre qui étaient tous avec le salut nazi devant et qui soutenaient Hitler.
N'oubliez pas que la franc-maçonnerie, à l'époque de Bismarck, la franc-maçonnerie anglaise avait eu une très forte influence en Prusse, à l'époque d'Otto Bismarck. Alors pour des gens qui des fois parlent d'ouvrages, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Bon, moi je lis des ouvrages de 650 pages, c'est pas de, tout le monde n'a pas le temps. Mais vous voyez, il y a un bouquin qui est de Patrick Thor, hein, voilà celui-là, euh, Patrick Thor, qui s'appelle Du totalitarisme en Amérique, comment les États-Unis ont instruit le nazisme. Bien sûr. Vous trouvez tout dans cet ouvrage, tout. Hein, c'est très intéressant. Voilà. Donc, il faut avoir toute cette connaissance-là pour comprendre tout ce qui se passe et comment le nazisme arrive en Europe. Voilà. Si on n'a pas ces connaissances-là, on comprend rien. Et là, nos barons voleurs, donc américains, Rockefeller et Carnegie, nous ont monté un coup pour nous refaire les États-Unis d'Europe. Ah bah oui. Tout simplement. Il faut que tous les États français s'unissent comme les États des États-Unis. Il faut que ce soit le nouveau terrain de jeu pour eux. Et en fait, là où l'Allemagne avait été condamnée à nous rembourser ses dettes de guerre dans le traité de Versailles de 1919, donc on avait été tellement loin avec l'Allemagne, on les avait amputés de leurs colonies, ils avaient le Cameroun, ils avaient 5 colonies en Afrique, ils ont perdu toutes ces colonies-là, et l'Allemagne, à un moment donné, s'est retrouvée complètement affamée. Ah oui. Ils se sont retrouvés affamés. C'est les Hollandais qui a amené de la nourriture pour que la population allemande puisse se nourrir. Et là, naturellement, étant complètement acculés, ces braves Américains, Rockefeller et compagnie, ont dit mais non, non, mais Français, ne vous inquiétez pas, nous, on va aider l'Allemagne, on va les aider et ils vont pouvoir vous rembourser leurs dettes de guerre. Hein, c'était à l'époque où pour aller acheter un pain de livres, on venait à la boulangerie avec une boîte de marque, parce que le marque, il valait même pas le prix du papier. Non, non, Il servait à imprimer. il y avait plus d'une quinzaine de zéros derrière la C'est monnaie. ça. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est là où des nazis comme Ford, Oui, adeptes du taylorisme, ont pris barre sur Opel. Alors moi, j'ai une partie de ma famille qui est allemande. Hein, ma tante qui était d'origine allemande me disait, mais si nous on voulait pas être mitraillés pendant la guerre, si on voulait pas être bombardés, on se réfugiait tous dans les usines Opel, parce que naturellement, les Américains n'allaient pas être assez cons d'aller bombarder leurs installations. ah oui. Et naturellement, on va voir Rockefeller, notre ami Rockefeller, qui lui va prendre 10% dans la société chimique IG Farben, Qui qui est sera Bayer aujourd'hui, voilà, qui sera la société financière d'Hitler, bien sûr. puisque c'est par là que va passer le financement du nazisme. Vous voyez l'embrouille. Donc si vous connaissez pas tout ça, vous passez à côté de tout, parce que là, vous comprenez rien à la guerre. Donc, ce qui est folklore, c'est qu'à l'issue de la guerre, on va financer le Parti chrétien-démocrate allemand, la CDU, Oui, donc la CDU d'Adenauer, de Kohl, de Merkel. oui. Hein. On va financer ce parti, accrochez-vous bien. Ça, je vous invite à aller voir ça sur Internet parce que c'est, je vais vous donner les références. On va financer la CDU avec le trésor de guerre des nazis. En fait, c'est les biens de l'arianisation des biens juifs, donc la vente des biens juifs en France avec la complicité de la criminalité française de la rue de Lauriston et la complicité du notariat français. Les notaires français, vous n'imaginez pas la responsabilité qu'ils ont là-dedans. Et avec ce fric, on va financer la CDU. Et derrière ça, vous trouvez un réseau clandestin qui s'appelle le réseau Octogon, avec un homme très actif qui s'appelle Rudolf Rouchevet, qui n'est autre que l'ami intime de Pierre Laval, ministre de Pétain. Alors, il y a eu un excellent documentaire sur Arte, hein, si vous faites réseau Octogon, vous verrez, le documentaire, il est encore en ligne hein, sur YouTube, vous pouvez le trouver. Sauf que Arte, les 2 tiers de l'émission ont été censurés. Il y a tellement de choses à ne pas savoir que, hop,
le chat, il a failli me foutre le bazar. Non, c'est bon, il y a pas. Euh, et, et voilà, donc tout ça a été financé avec les biens qui ont été grappillés par le crime organisé français de la rue de Loris. Alors comme quoi, euh, une communauté, ça peut être con. Ah Hein, oui, ça a été, c'est le cas de toutes les communautés d'ailleurs, de toutes, sans exception. Et malheureusement, avec tout le respect, hein, mais la communauté juive n'y échappe pas. Le régime communautaire, vous savez, c'est comme le pastoralisme. Vous avez le berger, vous avez les moutons et vous avez l'abattoir. Il suffit de foutre la trouille à tout le monde et le mouton, lui, il va se jeter dans les pattes du berger, qui va s'empresser de le foutre dans l'enclos et de lui foutre le couteau sous la gorge. voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Si vous réfléchissez 2 minutes, qu'est-ce qu'ils faisaient comme boulot, les juifs qui ont été déportés dans les camps pour la plupart? Ils étaient tous dans le vêtement, ils étaient dans la chaussure, c'était tous des cordonniers, des tailleurs, c'était tous des gens qui avaient des petites échoppes, des petits commerces en Allemagne. Et c'est justement ça que nos braves penseurs francs-maçons juifs, sionistes et que nos charmants protestants voulaient voir disparaître. Tout simplement ça. Je vais peut-être choquer des gens, hein, je peux choquer des gens, Ouais, mais nous, on dit je le les choses conçois, hein. factuelles, c'est tout. Dans la manière dont je m'exprime, je comprends que je peux choquer, mais voilà. Donc, méfiez-vous toujours de la stratégie de l'attention. Quand on vous fout des attentats avec la peur, vous demandez plus de sécurité alors que vous êtes en train de perdre vos libertés. On commence par vous amputer de vos libertés, mais après on vous ampute de vos biens. Vous avez vu quand on vous a foutu le Covid, hein, vous avez vu comment ça s'est passé, les gens qui ont été se faire vacciner, vous avez vu combien de ceux-là ne sont plus entre nous aujourd'hui. Faites toujours attention à ça, tout le temps. C'est très, très, très important. Donc, eh ben, une fois ce gentil travail accompli et terminé, bah, vous mettez le berger, vous allez le mettre à la Commission européenne. Une fois l'extermination finie, hein, vous allez mettre ce charmant Walter Hallstein à la tête de la Commission européenne, premier président de la Commission européenne en 1958. Le boucher, lui, bah, vous allez le mettre à la tête de l'OTAN. Ce brave Adolf Heusinger, qui a été le boucher des Juifs polonais, bah, vous allez le mettre à la commission militaire de l'OTAN. 1963. Pour ceux qui voudraient me traiter de menteur, vous voyez, j'ai ici un des 20 exemplaires qui ont été traduits en français d'un livre russe qui explique toutes les exactions d'Adolf Heusinger en Pologne. Tous les massacres des Juifs polonais, c'est Heusinger. Vous voyez, j'ai un des 20 exemplaires. Et à la fin, vous vous retrouvez, hein, comme ça s'est passé le 1er décembre 2019, bah, vous vous retrouvez avec une charmante jeune femme, Ursula Gertrude, à la tête de la Commission européenne. Ursula Gertrude, qui est elle aussi, appartient à la CDU, Parti démocrate chrétien allemand. Vous voyez un peu? Alors, perso, je vous dis franchement, hein, c'est curieux, mais j'ai eu une vie pas banale. Franchement, j'ai eu une vie pas banale. Il y a des fois, on se demande, parce que quand je vois mon parcours de vie, j'ai un parcours très atypique. Et c'est comme si toutes les étapes de ma vie avaient été la pièce d'un puzzle. Donc, j'ai une partie de ma famille qui est allemande. Après-guerre, le frère de mon père a suivi une Syrie française qui s'est installée en Allemagne. Il s'est marié à une Allemande. Alors, je vous dis pas dans la famille, mes oncles avaient des prisonniers de guerre. J'avais 2 oncles prisonniers de guerre. D'avoir l'aîné des frangins marié à une Allemande, ça a très mal passé. Hein. Moi, j'ai appris l'existence de mon oncle, j'avais 7 ans. Hein, voilà. Un jour, il y a un bonhomme qui arrive à la maison.
super sympa, c'était mon oncle. Voilà, que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler. Et en fait, ma cousine allemande, donc la fille de mon oncle, s'est mariée à un militaire américain. Vous voyez, j'ai une partie de ma famille qui est aussi américaine. Alors, rassurez-vous, je suis pas protestant, je suis pas circoncis, et il s'est trouvé que en 78-79, comme j'avais une forte tête, on m'a collé dans les FFA parce que j'avais refusé les parachutistes, j'avais refusé le peloton d'élèves officiers. C'était très mal pensé et Chanu et FFA en Allemagne. Et ces connards-là, ils me catapultent à 20 kilomètres de chez mon oncle. C'était quand même pas mal. Et je me retrouve donc sous-officier. Et là, moi, en tant que sous-off, je suis en pleine période de la bande à Bader. Andreas Bader, la Rote Armée Fraction. C'est là où la RAF cambriole les dépôts de munitions français. Et moi, jeune sous-off appelé, je fais les relèves. Moi, je relève mes mecs. Là, je passe du côté de la caserne, je passe côté sur la route, côté civil. Et je vais récupérer mes mecs qui sont dans les miradors. Il y a des fois où il y a eu des nuits, il y a eu le, le, le chargeur du PM, il était avec l'emballage plastique, mais tout était déjà prêt à tirer, hein, parce qu'il y avait des bagnoles des fois à 4 heures du matin qui étaient là, on savait pas ce qu'elles faisaient. Alors c'est assez marrant parce que là, ça va être juste au moment où il y a une petite jeunette allemande qui est elle aussi menacée par la bande Abadère, qui va quitter l'Allemagne pour aller faire des galipettes dans les bars louches et les discothèques de Londres. Elle aussi en 78-79. Et vous savez comment elle s'appelle, cette petite jeunette? Eh ben, elle s'appelle Rose Latson. Rose Latson, oui. Rose Latson. Bien connue. Et tu sais qui est Rose Latson? Vous savez qui est Oui, Rose Latson? moi je Eh sais. ben, c'est tout simplement Ursula Gertrude, qui est née le 8 octobre 1958. Ursula Gertrude, connue Albrecht, connue aujourd'hui sous le nom d'Ursula von der Leyen. Voilà. Et elle est descendante, cette charmante dame, d'une famille d'esclavagistes de Caroline du Sud, les Latson, du côté de sa mère, qui avait 200 esclaves. Donc vous savez, derrière ces esclavagistes de Caroline du Sud, on avait les racistes du Ku Klux Klan. Puis on avait aussi sur les branches allemandes le Bund. Ça doit, ce que je vous ai expliqué avant, ça doit tilter. Hein. Et la vie est ainsi faite, c'est très curieux. Et je vais me retrouver à sympathiser avec un homme, des années plus tard, qui est un voisin, qui est un journaliste allemand, un journaliste du Spiegel, qui Spiegel. est avec une carte de presse et qui se prénomme Dirk. Et Dirk n'est autre que le chauffeur de l'avocat d'Andreas Baader. Et cet homme est aussi un type qui a fait des attentats aux côtés de Carlos. Le Donc terroriste. la prise d'otage des ministres des pays producteurs de pétrole de l'OPEP à Vienne en 75, eh bien, je vais devenir ami de ce gars-là. Ami Hans Joachim est donc le chauffeur tout simplement de Klaus Croissant, qui est l'avocat d'Andreas Baader, fils d'un nazi devenu policier, violent, et d'une mère juive qui a été déportée à Ravensbrück. Et donc, dans la prise d'otage des ministres de l'OPEP à Vienne, il va prendre 2 balles. Donc, ils vont réussir à redécoller avec l'avion, direction l'Algérie. Il y a quand même 3 morts hein, dans cette prise d'otage-là. Hein. C'est pas rien. Lui, il a pris 2 balles, 2 balles dans le ventre. Et de l'Algérie, il partira en Libye. Ensuite, il va partir sur le Yémen. Ensuite, il sera planqué en Italie, puis en Angleterre, jusqu'à finir à côté de chez moi, hein, puisqu'il finira voilà, comme ouvrier de ferme
à Sainte-Honorine-la-Guillaume, donc juste à côté de chez moi. Donc, j'ai sympathisé avec ce gars-là. Il y a un de mes clients qui m'en parle de ce gars-là. Et puis, ayant eu affaire à la bande Abadère en Allemagne, ben, je vais essayer de comprendre. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai côtoyé les gens qui voulaient faire la peau de Madame Ursula. C'est pas banal quand même. C'est fandard. Donc, on va revenir à nos barons voleurs qui vont en fait vouloir nous amener la guerre en Europe Oui. pour sauver leurs intérêts, puisque l'économie américaine est tellement exsangue que pour pouvoir continuer leurs sales affaires, ils vont nous installer la guerre en Europe, ils vont nous manipuler Hitler. Hein, ça devrait vous rappeler quelque chose avec l'Ukraine, hein, parce que c'est très contemporain hein, Tout à fait. aujourd'hui, hein, cette affaire-là. Tout à fait. Donc, on a en France Pétain qui, lui, ne veut pas que la France revive la boucherie de 14-18 à laquelle il a participé, parce que la position de Pétain, c'est celle-là. Hein. On lui crache dessus, mais il est entouré de racailles, mais Pétain lui-même, c'est plutôt un mec faible, mais qui veut pas que la France reconnaisse la même boucherie que 14-18. Et pour les gens qui parlent de collaboration, en fait, il n'y a pas une collaboration, mais il y en a trois collaborations. Oui. Il y a la collaboration, moi, ce que j'appelle la collaboration de fait. Je vais vous prendre un exemple. Marcel Boussac. Marcel Boussac a des tissages. Marcel Boussac, c'est lui qui fabrique les tenues militaires pour l'armée française. C'est lui qui fabrique les pansements. C'est lui qui fabrique l'entoilage des avions. Les avions, ils sont en bois, ils sont entoilés. Donc, tout ça, ben, il y a la guerre, vous avez un carnet de commandes. Puis quand arrive l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez tout simplement l'ennemi qui vous dit, vous avez un moyen de production, on va moderniser votre moyen de production. Donc, les Allemands vont amener les tissages ultra modernes chez Boussac. Donc, ben, Boussac, il n'a pas le choix. Lui, il n'y a pas d'histoire. Vous avez le mec en face de vous avec le flingue, vous êtes bien obligé de continuer. Ça, c'est ce que j'appelle la collaboration de fait. Oui. Mais il y a une collaboration beaucoup plus dégueulasse. C'est la collaboration idéologique. Voilà. C'est celle de nos politiques. C'est celle des Marcel Déat, des Jacques Doriot. Parce que ces mecs-là roulent pour les fascistes nazis. Hein, et c'est des gens qui viennent du Parti communiste. Hein, c'est des mecs qui ont retourné leur veste. Vous voyez, comme quoi, pour ça que la politique, moi, l'extrême droite comme la gauche, je veux pas en entendre parler parce que je sais trop d'où viennent ces gens-là et comment ces partis-là ont été fondés. Vous voyez, il faudrait que les gens arrivent à se déconnecter de ça de temps en temps. Débrancher un petit peu la prise de la télé pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et puis, ben, il y a une troisième collaboration. En plus de la collaboration idéologique, il y a la collaboration criminelle. Oh. Vous avez les gens de la rue de Lauriston, hein, tous les voyous, comme un célèbre voyou dont tout le monde a entendu parler, Étienne Léandri. Étienne Léandri fait partie de la bande de ceux qui ont spolié les biens juifs. Léandri, qui a été quand même le copain de Christian Poncelet, président du Sénat. Bien sûr. Je vous en reparlerai, hein. Je vous en reparlerai de Poncelet hein, et de Léandri. Et d'ailleurs, je vous invite, parce que bah, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer un homme génial qui est cinéaste et qui s'appelle Pierre Barnerias. Et j'ai décidé de donner un coup de main à Pierre et puis de participer à ses émissions. Donc, si vous allez sur Citizen Light, C-I-T-I-Z-E-N Light, hein, comme lumière en anglais, ou léger, Citizen Light, vous faites les bâtisseurs de l'ombre. Allez voir toutes mes émissions, celles que j'ai faites sur Bernard Arnault, celles que j'ai faites sur le scandale de la taxe carbone. Là, vous comprendrez ce que c'est que l'escrologie, parce que j'explique l'origine de la taxe carbone. Allez voir toutes les émissions, vous irez voir, je vous expliquerai les quotas laitiers, comment les terres dépourvues de droit à produire ont été attribuées par le maire de ma commune, président de la SAFER de Basse-Normandie, comment ces terres ont été attribuées au milieu criminel pour faire profiter le monde des courses. Tu expliques la manipulation de certaines branches écologistes aussi. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Mais il y a tout ça, hein, c'est fou, quoi. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ce que j'ai fait. J'ai fait une émission aussi avec Romain Molina sur le dopage, où j'explique le rôle du dopage dans l'agriculture, hein, les hormones de croissance en Belgique et autres, les chevaux de course, l'engraissement des bovins, les courses de vélo, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes, c'est les mêmes raisons. Où on sera amené dans quelque temps de parler de notre ami Gérard Larcher. Ah oui,
mais allez voir tout ça. Si vraiment vous avez du temps et pour vous divertir, allez voir ça, vous allez vous marrer. Alors, voilà, on a toutes ces types de collaborations. Et en fait, vous avez sur une même pièce, vous avez deux faces. Vous avez la face Pétain, vous avez la face de ce qu'on va appeler la collaboration, avec derrière, vous avez l'Action française, la Banque Worms, puis on va vous mettre une deuxième face. C'est ça qui est incroyable et que les gens ne voient pas. Alors pour la deuxième face, je vais vous expliquer. Il y a un jeune capitaine d'origine juive allemande. Hein, dans sa famille, il est originaire de la famille de Kolb, hein, des juifs allemands. Et ce gars-là, son père est un adorateur de Charles Maurras. Alors Charles Maurras, c'est un penseur, c'est tout ce qui a été un petit peu le penseur des mouvements cagoulards, Oui, donc d'Eugène Deloncle, auquel a appartenu François Mitterrand, bien sûr. puisque le frère de Mitterrand a été la fille du frère de François Mitterrand s'est mariée avec la nièce d'Eugène Deloncle. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les mouvements terroristes, c'est les mouvements de la cagoule. Hein, ces mouvements-là, c'est ceux qui ont buté les deux frères antifascistes Rosselli, Carlo et Nello Rosselli, qui ont été assassinés chez moi à Bagnoles-de-l'Orne, hein, entre Couterne et Bagnoles. Donc tout ça, c'est aux armes. C'est le terrorisme. C'est tous ces mecs-là que vous allez élire après président de la République. Non, mais vous avez vu quand vous n'êtes pas informé et que vous allez foutre un bulletin dans une urne, les conneries que vous pouvez faire. C'est une folie, quoi. Et en fait, ce type, il va être présenté à Churchill par le fils de l'ambassadeur français en Allemagne, Roland Jacquin de Margerie. Alors, la famille de Margerie, c'est celle de Christophe de Margerie, le pétrole, Bien sûr, hein, et de son frère, qui a été à la Banque de Suez et qui est aujourd'hui à France Stratégie, tout à fait. hein, un service qui est adossé au service du Premier ministre. Oui, Voilà. Donc, alors je vous raconterai plus tard les trafics de la Banque d'Indochine. Mais voilà, donc ce type-là, on va le présenter à Churchill comme le défenseur des intérêts des grandes familles françaises. oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez compris de qui il s'agissait, hein, je voulais vous laisser un petit peu encore le suspense. Et cet homme va s'exiler à Londres, où il va initier un service de renseignement qui va s'appeler le BCRA. Et le BCRA sera un service secret de renseignement, l'ancêtre des services de renseignement français, mais qui sera initié par les services secrets britanniques. Tout à fait. Et ce service secret aura tout d'abord un rôle de renseignement militaire, la guerre n'étant pas terminée, il faut prévoir le débarquement. Et après, il y a une visée politique derrière, et il y a une troisième visée qui est une visée économique. Vous voyez, cet homme, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, qui ne l'oublions pas, a tenu sa place grâce au soutien de l'activité criminelle française, notamment des milieux corses et des milieux du SAC, hein, avec un homme à la tête du SAC qui s'appelait Pierre de Bizet. De Gaulle qui avait un homme de confiance, son grand homme de confiance, qui a été le monsieur France-Afrique, qui s'appelait Jacques Faucard, qui était originaire d'Ambrières-les-Vallées, en Mayenne, à côté de chez moi, et qui, pendant la guerre, faisait du business avec les nazis, avec l'organisation TOT qui bâtissait le mur de l'Atlantique. Henri Tourné, qui a vendu les terrains pourris de Ramatuelle à Robert Moulin, Tourné avait vendu les terres de Ramatuelle au cousin de ma propre tante. Les industriels flériens à Flers de l'Orne, Auguste et Maurice Cousin. Donc, qui étaient les cousins de Janine Sauvager, qui vient de décéder, qui était la femme du frangin de ma mère. Vous voyez, donc tout ça, et ces mecs-là, ils n'ont jamais eu rien de résistant. Hein. Je peux vous dire que le Focard, quand vous regardez le Pétigré, ça a été trafic d'armes, ça a été tout ce qu'on veut. Mais pareil, ça a été un résistant de la dernière heure, l'opération Tortue. Vous parlez de ça aux résistants ornés, ils vont tous vous rire au nez. Tous. Et voilà, voilà ce qu'on nous amène comme on nous a bâti autour de ces gens-là un roman national.
bien sûr. Mais quand moi, je suis pas du tout dans le roman national, je mets des faits bout à bout. C'est fait. Après, il n'empêche que De Gaulle a fait des bonnes choses, mais voilà. Alors voilà, il y a eu des bonnes choses parce qu'en fait, c'est l'homme des Anglais, De Gaulle. C'est rien Bien d'autre. sûr. Et je vous l'expliquerai après pourquoi l'homme des Anglais. Et vous verrez les conséquences. Parce que ça, personne n'en parle. Par contre, De Gaulle, on avait une chance, c'est qu'il s'entendait pas avec Roosevelt. Tout à fait. Donc, il a foutu l'OTAN dehors, il a foutu tous ces gens-là, il ne pouvait pas blairer Roosevelt. Et heureusement, c'est lui, parce que les Américains avaient préparé de la monnaie de singe après-guerre, hein, l'Amgot, Exact. et je crois que la Normandie, hein, je crois que la Manche, le Calvados, je crois qu'on a été les seuls départements à avoir de la monnaie de singe. Là, ça s'est arrêté tout de suite parce qu'il y a un préfet qui a dit votre monnaie à la merde et vous dégagez dehors. Hein, il y a eu un préfet qui a quand même osé. Et comme De Gaulle ne pouvait pas blairer Roosevelt, on a échappé à ça. Tout à fait. Mais qu'ont fait les Américains en Italie? Ils se sont alliés avec la mafia et ils ont mis leur monnaie pour prendre barre sur l'économie italienne comme ils voulaient le faire chez nous. Ils l'ont fait d'ailleurs chez nous, hein, de manière détournée. Hein. Rassurez-vous, ils ont réussi. Mais vous voyez, tout ça, c'est inconnu. J'ai rien contre De Gaulle, hein, mais je, Non, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. voilà, j'ai pris donc connaissance de ce qu'on avait dit sur De Gaulle, puis après, je suis allé enquêter sur des faits. Je me dis, attends, le mec, il est soutenu par la pègre, c'est lui qui a criminalisé la France, De Gaulle. Hein, je pourrais l'expliquer. Hein. Et je me dis, bah, heureusement qu'ils s'entendaient pas avec les Américains. On a eu au moins ça de bon, ça limitait la casse. Donc, on va avoir la fin de la guerre. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de la guerre? En 1946, on va avoir les fameux accords Bloom-Barnes. En fait, c'est la mainmise par les Américains sur le cinéma français. Ah oui, oui, Donc, ils ont tourné des films de propagande à Hollywood oui, et ils veulent tout simplement vous vendre le rêve américain. tout à fait. Il faut que les Français, on commence à danser le jerk, le rock. Il faut que tout ça vive à l'heure américaine. Et ça, c'est distillé par le cinéma français. Ils veulent que 75% des films passés dans nos salles de cinéma soient des films américains. Sinon, si on ne satisfait pas à leurs exigences, ils nous refusent l'aide du plan Marshall. C'est ça. Alors, le plan Marshall, il va arriver le 20 septembre 47. Hein, il va être signé en 47. Et en fait, on nous inonde. Eux, c'est génial pour eux. Ils font repartir leur économie. Ils fabriquent du matériel, les petits macéaris, tout ça qui vont à venir par bateau et par bateau entier pour moderniser l'agriculture. Et en fait, il faut nous faire produire de l'excédent. Ce qu'ils veulent. C'est très grave, hein, la mainmise des films américains, parce que ça modifiait le comportement et le culturel des Français. Et on en paye encore la casse aujourd'hui. C'est énorme. Et en fait, pourquoi on veut faire produire massivement les paysans européens et français? Parce qu'il faut arrêter de nous raconter des conneries. Hein, quand les gens de la FNSEA vous disent ah non, mais il y avait la famine à la fin de la guerre. Non, mais vous plaisantez, la famine. Vous savez pourquoi les Allemands, moi je lis des bouquins d'Herbert Bach, je l'ai pas ici, le bouquin d'Herbert Bach, qui était le secrétaire d'État à l'alimentation du Troisième Reich. Herbert Bach, il explique que les nazis ont obligé Pétain, le fameux famille, travail, patrie, là, la loi de 41, Famille, travail. ils ont obligé la France à calquer les modes de production allemands. Pourquoi? Parce que comme la France avait un autre potentiel que l'Allemagne, les agriculteurs français nourrissaient leur population, ils nourrissaient aussi les troupes d'occupation, L'occupant, oui. l'occupant, et ils nourrissaient aussi une partie de l'Allemagne. Oui, Hein, je vous recommande l'excellent documentaire et l'excellent bouquin Les vins du Reich. les vins, Mais oui. il n'y a pas que les vins qui ont de Bourgogne ou du Bordeaux ou de Champagne qui ont enrichi certains vignerons, parce que là, il y a eu une classe qui s'est très bien enrichie. Ça, je peux vous dire, il y a des gens qui se sont fait spolier, mais il y a des gens qui se sont grassement enrichis. Bien sûr. Mais il n'y a pas que les viticulteurs qui se sont enrichis avec l'occupant. Il y a aussi tous les représentants du syndicalisme agricole de la rue d'Athènes, la corporation paysanne. Et quand à la fin de la guerre, on a rayé l'existence légale de la corporation paysanne, on a construit la Confédération générale de l'agriculture, Oui, la CGA, CGA, dans lequel il y où avait sont les venues, banques et les mutuelles. où sont venues deux branches.
Deux branches qui ont pris le monopole sous les chantres de l'unité syndicale. Et alors, expliquez-moi comment on fait une unité syndicale avec une variété de producteurs comme on pouvait avoir en France. Le céréalier, il a rien de commun avec l'éleveur. Non. Et ça va être prôné par nos fameux cathos pervertis de la JAC, de la jeunesse agricole catholique. Et d'après vous, qui vont être les leaders des JA et de la FNSEA? Ben, c'est tout simplement les collabos qui se sont enrichis avec les nazis, avec la vente des céréales, de tout ce qui est parti en Allemagne, des betteraves. C'est tous ces gens-là. C'est tous les collabos de la corporation paysanne qu'on va retrouver, qui vont devenir les leaders FNSEA. Donc vous comprenez pourquoi après-guerre, ils veulent que la fête continue. Vous avez tout compris là. Si vous comprenez pas, je peux plus rien pour vous. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire les excédents? Ça va créer les crises agricoles. Le cochon, il va plus rien valoir. Tout va se casser la gueule. Dès qu'il y a une filière qui commence à fonctionner, tout le monde se jette dessus. Il y a excédent de production, ça se casse la gueule. Et ça va faire les choux gras de la grande distribution. Et de Mais ce que vous ne savez pas, l'agroalimentaire. ce que vous ne savez pas, c'est que tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs de la grande distribution française, sauf un, je dis bien sauf un, Oui. vont être formés Oui. par un américano-colombien qui s'appelle Bernardo Trujillo. Sauf Édouard Leclerc. Bernardo. Sauf Édouard Leclerc. Alors, oui, on va y revenir. Donc, Bernardo Trujillo, c'est lui qui fait des séminaires en Allemagne, aux États-Unis, des fameux séminaires MMM et NCR, c'est les nouvelles méthodes marchandes. Alors, le seul qui ne participera pas, c'est tout simplement Édouard Leclerc. Parce que Leclerc, il n'a pas besoin d'aller chez Trujillo. Leclerc, il a déjà été, lui, initié par les nazis, puisque c'est un indicateur de la Gestapo. D'ailleurs, quand Sarkozy va arriver au pouvoir, il va vouloir décorer Édouard Leclerc de la Légion d'honneur. Le préfet du Finistère va devenir furieux, mais il va dire, mais Sarkozy, vous n'y pensez pas? Vous allez quand même pas décorer Leclerc? Non, mais des gens comme la famille de Pogam, des gens dont le gamin a été dénoncé à la Gestapo par Leclerc, mais vous voulez mettre la Bretagne à feu à sang. Et en fait, faut connaître l'histoire de Leclerc. Donc vous allez voir que tous ces gens-là, en fait, ils bouffaient dans la main des fascistes. Hein. Et donc, si vous voulez aller voir ça, moi, je vous recommande l'excellent bouquin de Gilles Luneau, Ah bah oui. qui a fait un boulot formidable. La forteresse agricole, c'est toute l'histoire du syndicalisme français. 650 pages. Hein. Il y a tout là-dedans. Ah oui. Il y a tout. Quand on veut aller voir, bravo à Gilles Luneau, hein, parce qu'il a fait un travail remarquable. Merci à Gilles Luneau. Et si on n'avait pas ça, on ne saurait pas qui sont les JA et la FNSEA. Avec qui on est en contact, Gilles Luneau, qui fait un travail remarquable. On le salue parce qu'on s'appelle de temps en temps. Alors, vous voyez, j'ai un autre ouvrage, là, qui traite du pétrole, donc des Rockefeller, de la raison de toutes les guerres à travers le monde, qui s'appelle L'Or Noir. Là aussi, vous avez encore 650, 600 et quelques pages. Quand vous avez lu ça, vous comprenez tout. On comprend la totalité de la chose. Les guerres, Michel, qu'il y a eu dans le monde, elles sont liées à la religion ou à l'économie. Voilà. Et là, j'ai un autre livre qui a été écrit par un prêtre, Emmanuel Barbier, l'abbé Emmanuel Barbier, Les infiltrations maçonniques dans l'Église. Oui. Là, vous comprenez tous les courants maçonniques qui ont perverti l'Église, qui sont à l'origine du syndicalisme agricole. Vous comprenez tout. Mais là, c'est pas de dire c'est la franc-maçonnerie, machin. C'est qui a fait quoi. Donc là, on va en profondeur, parce que moi, c'est pas rare que des gens de la franc-maçonnerie me traitent de troll. Je les comprends. Je peux comprendre que quand on est membre d'un Rotary ou d'un Lions Club et qu'on est là avec son équipe de copains à traficoter dans son coin, on comprenne pas tout ce que ces gens-là, quelquefois, n'ont pas beaucoup de culture. C'est de la culture de l'entre-soi, c'est du clientélisme. Mais voilà, c'est l'entre-soi. Mais ça fait de la casse. Ça fait beaucoup de casse. Et ça, vous voyez, là, quand on parle de toute
les juifs francs-maçons exilés d'Allemagne. Voilà, il y a un excellent livre encore qui fait 650 pages. C'est celui-là. Oui. C'est le crime israélite à travers le monde. Et là, allez voir ce que je dis sur Citizen Life. Vous allez voir, quand je parle du milieu des casinos, quand je parle du milieu des courses, les courses de chevaux, les courses truquées, les jeux truqués. Mais pourquoi croyez-vous qu'en France, tous les gens du MoDem, hein, comme notre charmant Premier ministre, Monsieur Bayrou, Oui. pourquoi croyez-vous que ces gens-là sont tous propriétaires de chevaux de course? Madame Jacqueline Gouraud, Conseil constitutionnel. Non mais vous vous rappelez un petit peu de l'histoire qu'il y avait eu avec le MoDem et la fondation Berggruen? Vous savez, c'est ce Soros, la Californien. Mais voilà, mais tout ça, il faut aller voir. L'affaire Goulard, Sylvie Goulard, qui touchait une somme astronomique tous les mois. Ben oui, parce que derrière le MoDem, ben, vous avez en fait le monde sioniste qui est derrière, qui tient le financement. Euh, on a toute une branche sioniste aux États-Unis qui s'appelle l'EIPAC, AIPAC, l'EIPAC. Il y a une branche française, Elnet France. Elnet France, dirigée par un chirurgien, un dentiste chirurgien, Arié Ben Semoun. C'est Elnet France qui a financé la primaire socialiste de Hollande. Tout à fait. Donc regardez l'influence de ces gens-là dans la politique. Tout à fait. Gauche comme droite. Gauche comme droite. Hein, je n'ai pas du tout d'appartenance politique, aucune. Hein. Pas plus écolo. Allez voir ce que j'ai fait sur le trafic de la taxe carbone avec la complicité de l'État français, hein, parce que là, sur le coup, je peux vous dire que la filiale Blue Next, hein, qui gérait les quotas carbone, la Banque des dépôts, quand il y a eu plus de 20 signalements de Blue Next, est-ce que vous croyez que la garde a bougé? Est-ce que vous croyez qu'Oert a bougé? Personne n'a bougé. Tout le monde est complice. Donc là, faudrait que la population se réveille. Hein. Et moi, je sais pas, c'est pas de l'idéologie, hein. C'est factuel. Moi, tout ce que je vous dis, c'est des faits. Donc là, Enfin voilà. pour conclure, Michel, parce qu'on va reprendre une troisième émission, tu conclus comment là, pour la prochaine? Alors la conclusion, je vais vous emmener sur l'outil de destruction de l'agriculture. Il y a une chose Pour la prochaine vidéo. pour la prochaine vidéo parce que je veux le faire parce qu'on est encore dans la période des élections de chambre Ah d'agriculture. oui, l'outil de destruction de l'agriculture, on fait ça mardi soir. On va faire ça mardi soir. Je vais vous expliquer avec quel outil on va détruire l'agriculture. Qu'on va finir de la détruire, parce qu'elle est déjà bien détruite, Michel. On l'a déjà bien détruite, mais là, ça va s'accélérer, vitesse grand V. Je vais vous dire pourquoi et comment. Donc Voilà. alors, Donc, je te dis à mardi soir alors. voilà. Ouais, un mardi soir. Alors, vous savez, ma volonté, moi, j'ai rien à gagner là-dedans. Hein. C'est un savoir personnel que je suis content de vous partager. Et je vais même pas essayer de vous convaincre. Mon rôle, c'est pas de vous convaincre. Mon rôle, c'est de vous donner des noms, de vous donner des choses et que vous alliez voir. Vous alliez voir par vous-même. C'est ça, moi, je veux éclairer le plus de gens possible avant que la casse n'arrive. C'est tout. Et c'est faire un état de lieu. Et aujourd'hui, comment on fait pour échapper à ça? Pour que les gamins aujourd'hui payent pas la case de tout ça, parce que c'est eux qui vont la payer. Hein, voilà. Bah, Bon, écoutez, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir d'échanger ce soir. Et puis, bah, on va continuer. On va continuer pour le reste. Mais voilà. je te dis à mardi soir alors. On se dit à mardi. Allez, à mardi soir. Merci Michel. Merci de ta Salut Philippe. participation. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Merci.